Bienvenue à tous dans le premier épisode de Into the Myriaverse. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre. Nous allons vous présenter ce podcast que vous pourrez retrouver tous les mois. Il vous fera plonger dans Myria Édition. Nous traiterons des actualités, des projets à venir. Il y aura des interviews d'auteurs, des dossiers thématiques et une rubrique sera consacrée aux questions que vous souhaitez poser à Myria Édition. Bonjour Alexandre. Bonjour à toi. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Myria Édition ? Bien sûr. Alors du coup, s'il y a des habitués de ton podcast, vous m'avez déjà entendu une fois puisque je suis déjà intervenu sur cette chaîne. Myria Édition, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les univers de l'imaginaire sous toutes leurs formes. Donc on travaille en multi-support, que ce soit de la BD, du manga, du roman, du jeu de société, du comics bientôt aussi, ça arrive très très vite, on en reparle dans quelques minutes. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de jouer avec tous les formats, de jouer avec tous les âges, avec cette thématique commune de l'imaginaire, de la fantasy, du fantastique, de la science-fiction. Et on a aussi une deuxième collection qui a pas l'air relatée, mais qui l'est quand même un peu, sur tout ce qui va être patrimoine et littérature classique, enfin revisite des littératures classiques, D'accord. dont on aura l'occasion, je pense, d'en parler dans un futur épisode. Alors, tu es Alexandre Sanchez, tu es cofondateur de Myria Édition. Tu l'as cofondé avec Kevin Rollin, donc, qui est un ami de longue date. Voilà, donc ça fait 15 ans qu'on se connaît, je pense, truc comme ça. Voilà, donc on travaille ensemble depuis 2-3 ans maintenant. On avait d'autres projets avant. C'est une amitié durable, une collaboration de longue date. Et Kevin, en fait, en plus de partager des valeurs quand même somme toute similaires aux miennes, va posséder les skills que moi je n'ai pas et inversement. Donc on est une équipe qui se complète plutôt bien. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec Myria, c'est qu'au-delà de l'aspect imaginaire, au-delà de l'aspect éditorial, on a une double casquette puisqu'on est aussi un studio de pré-production, étant donné qu'on travaille sur les univers de la réalité augmentée, des contenus immersifs, de l'hologramme, voilà, donc qui sont finalement plus l'aspect de Kevin qui est un peu le techos de la bande, mais aujourd'hui je parlerai en son nom. Allez, c'est parti pour la première rubrique, les actualités de Myria Édition. Yes, alors des actualités assez bouillantes parce que tu sais, une maison d'édition, généralement, c'est un peu par vague. Hein. Peut-être que dans un prochain épisode, je te dirai, pas grand-chose. Ouais. Mais là, actuellement, dans beaucoup de choses, pour le coup. En fait, on avait plusieurs livres en préparation qui arrivent bientôt, dont on est très fiers. Premier à apparaître, donc là, d'ici maintenant à mai, et on aura l'occasion de rappeler les titres pour les prochains épisodes. C'est évidemment le premier tome de notre manga Dark Fantasy Corbopal, qui est un manga français fait par Laolite, voilà, donc qu'on connaît aussi pour la saga des Rigel Afterlife chez Cool Books Éditions, qui prête son crayon en fait à Myria, puisque Corbopal, c'est un spin-off de notre saga phare Rebirth. Voilà, qui est l'univers étendu officiel de la maison d'édition, dont pareil on aura l'occasion de reparler plus tard. Du coup, Corbopal, donc c'est le premier tome d'une trilogie qui va en fait placer donc un personnage qui s'appelle Corbeau, qui est un chasseur de monstres venu de notre monde et qui tente de retrouver les fragments dispersés de sa mémoire. Il est persuadé que chasser ces monstres va lui permettre de retrouver la mémoire. Il va être accompagné d'une jeune femme qui est dépourvue d'identité, qui le suit parce que elle pense que Corbeau peut rétablir la paix et surtout rétablir sa paix intérieure à elle puisqu'elle lui cache beaucoup de choses. Donc ça c'est Corbopal donc qui arrive entre fin mars et début avril, ça va dépendre de l'imprimeur hein, mais on est sur le coup, ouais, ça arrive. C'est parti en impression, j'ai vu. Hein. Voilà, tout à fait. Le deuxième livre à paraître, la sortie du tome 2 de Rebirth, qui aura pris son temps pour venir, hein, puisqu'on avait commencé sa pré-prod l'an dernier, directement après le succès du premier tome, hein, qui est quasiment en rupture de stock chez nous actuellement. Donc Rebirth 2, qui est toujours dessiné par Agnieszka et dont j'ai l'honneur d'être le scénariste. C'est la suite des aventures de Tobias, Jared et Eleanor qui sont confrontés à l'assassinat du haut roi comme on a pu le voir dans le premier tome. Je vous rassure, il n'y a pas de spoil, c'est littéralement la première ligne du synopsis. Et qui sont en train de lutter pour leur survie. Où est-ce que cette aventure va les mener? Et surtout, pour ceux qui connaissent un peu la saga Imaginary Rebirth, puisque c'était avant d'être transcrit en format BD, une saga de romans, des petites différences dans le scénario commencent à se démarquer par rapport au roman. Certaines subtiles, d'autres un peu moins. Ceux qui connaissent déjà la saga vont voir les similitudes et vont surtout voir les différences. On apprécie le fait de faire ce récit sous une forme de what if, ce qui colle très bien avec le format.
Et enfin, la dernière sortie qui, elle, arrivera normalement début mai, c'est le premier tome de Titan Mouse. Donc Titan Mouse, c'est un comics qui est fait par Gary Shipman, qui est un ancien de chez Marvel, qui vient chez nous, qui en vérité a quand même toujours un pied dans l'industrie, puisque actuellement il fait la plupart des cartes à collectionner de chez Marvel. Donc, D'accord. voilà, donc si tu veux aller voir à un moment donné sur son Instagram, tu verras tout son travail. Répète le nom de l'auteur. C'est Gary Shipman. D'accord. Gary Shipman qui, du coup, nous a confié la traduction française de Titan. Si je dis pas de bêtises, donc c'est les 2 premiers volumes, donc ce sont les 6 ou 7 premières issues qui sont mises dans ce livre. Donc il sera un livre en softcover, format comics de 190 pages environ, entièrement en noir et blanc. Donc Titan Mouse s'inscrit dans son univers à lui, qui est l'univers de Packinsland. C'est un univers de comics assez intimiste qu'il fait depuis des années, qui raconte la lutte entre des scientifiques et des animaux dotés d'humanité, donc du don de parole, de sagesse, qui proviennent d'une autre planète dont les mondes entrent doucement en collision. Et Titan Mouse, en fait, c'est une souris intelligente qui a été génétiquement modifiée par l'homme, qui est aussi puissante que Superman, globalement, qui souhaite sauver les siens et qui lutte pour refermer les portails qui mènent au monde des animaux que les scientifiques du centre de recherche Ryan s'évertuent à garder ouverts. Pour des raisons pour l'instant mystérieuses, mais qu'on aura l'occasion de découvrir évidemment dans le livre. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que Titan Mouse a été préfacé par... alors toi, tu es de cette génération, donc peut-être que ça te fera sourire. Nous avons la préface de l'auteur du célèbre jeu vidéo Earthworm Jim. Oui. Voilà, D'accord. donc qui nous a prêté ces mots pour une petite page d'introduction et qu'on espère peut-être, pourquoi pas, un jour avoir chez nous aussi. Allez, je crois qu'il est l'heure de passer à la rubrique dossier. Cette rubrique mensuelle aura pour but de présenter les coulisses de Myria Édition. Comme tu l'as dit en présentation, Myria n'est pas une maison d'édition classique. Vous souhaitez avec Kevin introduire le transmédia et les contenus immersifs pour améliorer l'expérience des lecteurs. Donc pour ce premier dossier, nous allons parler de Myria et la technologie immersive. Peux-tu m'en dire davantage sur le contenu immersif de Myria Édition ? Bien sûr. Du coup, c'est vraiment l'apanage de Kevin. Donc je ne rentrerai pas trop dans les détails techniques parce que je ne veux pas dire de bêtises. Malheureusement, comme Kevin est actuellement en plein dans le maquettage des livres dont j'ai parlé précédemment, il n'était pas trop disponible, mais je vais tenter de lui faire honneur au mieux. Je vais vous expliquer un peu notre enjeu au niveau des contenus immersifs dans Myria. C'est-à-dire qu'en fait, on partait d'un principe assez simple. C'est qu'il y a, pour une raison que je trouve un peu absurde, une sacralisation du livre. Quand on pense aux divers médias qu'on peut rencontrer, que ce soit le jeu vidéo, le film, la musique, et même à l'heure actuelle la peinture, on a des enjeux de valorisation technologique. Alors, pour les puristes, c'est pas forcément une bonne chose. Pour les autres, on va dire que ça s'inscrit dans l'air du temps. Et en fait, le livre a beaucoup de mal, je trouve, à trouver sa place dans cette valorisation. C'est-à-dire que maintenant, grâce aux jeux vidéo, on aime bien la dynamique d'être acteur de ce qu'on regarde. Donc un film classique peut, pour beaucoup de gens, ne plus trop correspondre aux attentes de ce qu'on recherche dans le fait d'être spectateur, ce que le jeu vidéo apporte finalement. Et il existe beaucoup de façons, je vais dire, de valoriser l'image, le son, ou encore l'animation, par le biais des technologies qui arrivent de plus en plus, qui sont de plus en plus omniprésentes. Et finalement, ce livre, bon, ça existe, hein. Je dis pas le contraire, on n'est pas les premiers, on est pionniers, mais on n'est pas les premiers. Mais c'est encore très timide, c'est très intimiste. Ça donne vraiment la sensation que actuellement le livre il est un peu dans cet état de stase où, quand on voit un peu ce que les gens pensent du livre numérique, alors que le livre numérique c'est juste lire sur son écran, on se dit que peut-être il n'est pas prêt pour la suite. Pourtant, avec Kevin, on a quand même envie d'essayer. Du coup, les contenus immersifs dans Myria, c'est vraiment l'idée de pouvoir apporter ces environnements, de lecture confortable dans le livre en offrant du jeu vidéo, de l'animation, de la musique, toutes ces choses qui font que le livre sort de son format en fait et arrive dans nos écrans, non pas juste avec de la lecture numérique, mais vraiment avec du contenu augmenté, c'est ce que ça signifie, parviennent jusqu'à nous. Pour prendre un exemple parlant, pour notre compte pour enfants Grenouillette, on va avoir quelque chose d'assez simple, on va avoir en fait un QR code, facile, qu'on va scanner et qui va donner lieu à une comptine qu'on a fait avec le studio de doublage Scopiton, donc qui est un studio sur Paris. On a travaillé avec Nathalie Holmes et Martial Leminou pour créer une comptine tout en musique qui va suivre le rythme des pages, qui va aider l'enfant à comprendre l'histoire et ce, même s'il ne
ne sait pas lire ou s'il a des difficultés d'apprentissage au niveau de la lecture. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est actuellement ce qu'on fait avec notre BD Rebirth, qui, quand on scanne les pages directement en natif, sans passer par un QR code, on va avoir sur certaines pages qui sont dédiées des animations qui vont se jouer. Donc on va avoir du parallaxe, les pages vont commencer à prendre vie, à gagner en profondeur, on va passer un peu de la 2D à la 3D, les textes vont s'illuminer, ils vont apparaître, il va y avoir du sens caché, il va y avoir du cliquable avec des easter eggs, peut-être des ARG, ce genre de choses. Donc les livres en fait vont cacher des secrets qui sont dissimulés en surface. Et le niveau 3 se contente à faire avec un ou deux auteurs qu'on a signés, mais dont pour l'instant je ne peux pas trop parler. Ça va être de créer vraiment un véritable environnement immersif de A à Z sur toutes les pages du livre, où chaque page est littéralement une expérience. Un gros travail. Voilà, donc un très très gros travail. Actuellement, c'est un travail qu'on quantifie sur 2-3 ans pour un seul livre. Ah oui. Aussi parce qu'on est une petite équipe, faut pas oublier ça. Parce qu'on a aussi la chance que l'auteur soit animateur, donc évidemment, ça enlève des frais, ça nous fait gagner en fluidité et en compétences aussi. Ça, c'est aussi parce qu'on sélectionne les livres, on sélectionne les auteurs par rapport à leur univers, à leur talent, à leurs compétences. On essaie vraiment de faire en sorte que si on veut créer un livre complet, il faut que notre auteur soit complet comme nous, on essaie de l'être en tant que maison d'édition, en tant que studio de pré-prod. Évidemment, tout l'aspect narratif, liant, codage, c'est nous qui nous en occupons, vu que c'est nous qui faisons les intégrations. On travaille aussi avec des partenaires, donc Real Illusion par exemple, ou Immersive Event qui nous aident sur la partie hologramme, puisque eux, ils ont les machines. Voilà, donc c'est vraiment des livres qui sont faits, qui sont un peu aux petits oignons, parce que on se contente pas juste d'imprimer le livre et de le lancer en librairie. Alors, ça arrive pour certains. C'est pas qu'on veuille pas mettre du contenu immersif dans tous les livres, c'est juste que, comme je te disais, quand tu as un énorme travail d'immersion sur un livre qui va te prendre peut-être 2 ans, et que tu sors genre 5 livres par an, à un moment donné, on n'a pas le don d'ubiquité. Mais ce qui est intéressant avec notre technologie qu'on est en train de développer, c'est du rétroactif. Ça veut dire qu'un livre, comme par exemple Mon petit musée d'idées noires, qui sort sans contenu immersif, peut-être dans un an, on va dire, OK, on en rajoute. Parce qu'on a le droit de le faire, parce qu'on n'a pas besoin de le réimprimer pour le faire. Et c'est ça qui est bien. Ça, c'est pour l'aspect purement éditorial. Pour l'aspect, je vais dire, start-up, administratif et aussi l'aspect éducatif, je vais te parler de notre autre branche, donc qui est vraiment là dans le studio de pré-prod. C'est la marque qu'on a mis au point, qu'on a fait breveter et qu'actuellement on est en train d'essayer de push auprès des investisseurs. C'est ImBook, qui est contraction de Immersive Book, qui se fait via un logiciel qu'on co-gère avec l'Université du Mans, qui s'appelle Mixap, qui est un logiciel qui va permettre aux gens de créer d'eux-mêmes des environnements immersifs dans leurs propres ouvrages. D'accord. L'utilisation première, mais on compte bien faire en sorte que ça serve à tout le monde. L'utilisation première, c'est pour les professeurs. À la base, c'est un logiciel que l'université avait pensé pour l'éducation nationale pour permettre à des professeurs en fait de valoriser leurs cours. Par exemple, je suis un professeur d'SVT, je n'ai pas envie de faire disséquer des grenouilles parce que je suis pour le bien-être animal, ce qui est tout à fait normal. Du coup, avec ImBook, je vais pouvoir intégrer directement dans mon manuel scolaire une grenouille en 3D qui, sous la forme d'un mini-jeu, pourra être disséquée, par exemple. Donc, ce qui permettra en fait d'avoir la même qualité de vie du cours et de jouer avec les écrans, sans forcément toucher à l'animal lui-même. Par exemple, je suis un professeur d'histoire, je prends une peinture de Louis XIV et je m'amuse à rajouter du cliquable. Et si l'élève, sur la peinture, il clique, sur le sceptre ou sur la cape ou autre, il va avoir des détails sur comment ça a été fabriqué, comment il a eu, dans quel contexte, pourquoi il le porte, quelle est la symbolique sur cette peinture. Voilà, donc Mixap, en fait, ça sert un peu à tout ça. Et nous, en fait, on travaille avec l'université pour faire en sorte que ce logiciel se réalise. Et via notre marque ImBook, en fait, l'idée, c'est vraiment de le spread, de faire en sorte que ça soit utile pour tous les publics et que plus tard, des auteurs en herbe ou même des maisons d'édition puissent s'en servir pour créer eux-mêmes, comme nous on le fait, du contenu immersif. Ce qui est intéressant avec ImBook, en fait, c'est qu'on le cumule avec un store qui se fait un peu comme un store à la Epic Games, tu vois, ou à la Unreal, où des artistes vont pouvoir mettre des assets graphiques, sonores ou d'animation que l'auteur pourra acheter et qui, avec notre technologie et avec l'application qu'on est en train de mettre au point, pourra de lui-même, sans compétences de codage, améliorer son bouquin en fait.
D'accord, de créer une communauté pour qu'elle alimente C'est ça. InBook. Donc d'un côté, une communauté qui alimente InBook et de l'autre, une communauté qui se sert des assets qui sont soit prédéfinis, soit achetables pour créer des versions numériques ou physiques d'ailleurs de leurs livres en version augmentée qui, comme les notes, n'ont besoin que de pages scannées et non pas de technologie de QR code pour faire valoir des contenus immersifs. Ça permettrait en fait à tout le monde de pouvoir avoir le même degré d'amélioration de nos livres. Et donc ça, c'est vraiment le gros logiciel qu'on met au point, qu'on a fait breveter donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et grâce à l'appui de l'université avec qui on travaille, qui nous permet de rendre ça réel en fait. Ces technologies permettent un accès au plus grand nombre, c'est important pour vous. Et oui, tout à fait, puisque avec Myria, en fait, on a vraiment des valeurs et des enjeux d'inclusion. Nous, l'idée, c'est que on a envie que nos livres, nos bandes dessinées soient accessibles au plus grand nombre, en fait. On a envie que des gens qui sont en difficulté d'apprentissage ou qui sont malvoyants ou même, tout bêtement, des gens qui ne parlent pas la langue, puissent accéder à nos livres et en comprendre le sens le plus possible sans être largués par leur handicap. Là, actuellement, alors on aura l'occasion d'en parler plus en détail, je pense, dans un futur épisode, mais nous, on est actuellement en train de mener 2 actions en ce sens, donc qui sont des actions parallèles et qui sont à la fois liées. C'est qu'on travaille en même temps avec une mangaka qui est diplômée de la Human Academy, qui s'appelle Lucie Le Tertre, qui fait un manga qui s'appelle Par-delà les couleurs chez nous, qui est un manga sur le thème de la cécité. Donc une jeune fille qui est une peintre, elle perd la vue, elle ne peut plus peindre, elle ne peut plus vivre en fait, puisqu'elle n'est pas née aveugle, donc elle doit faire une réhabilitation, elle doit réapprendre à vivre avec ce handicap. C'est un manga qui est soutenu par l'association Valentin OI, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, qui est la plus grosse association de France pour toute la lutte autour de ce handicap. Donc on travaille avec eux. Et à côté de ça, on est en train de mettre au point avec le CTEB, donc le Centre de transcription en braille de Toulouse, une anthologie dont les auteurs seraient exclusivement atteints de déficience visuelle. Donc une anthologie qui aura pour but aussi de reverser de l'argent à cette association. Une anthologie qui sera fantasy, qui, on l'espère, aura peut-être des illustrations par Lucie pour la couverture et l'intérieur notamment, qui je le pense aura aussi push par l'association Valentin OI, et cette anthologie sera aussi disponible en braille, parce que du coup on la fera aussi embosser en braille. Pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser ces technologies, est-ce qu'elles pourront profiter pleinement des œuvres ? Oui, bien sûr. Le but d'InBook, en fait, c'est que ça soit toujours optionnel. Le but, c'est que vraiment, ça soit du contenu caché, que ce soit du contenu qui apporte des informations supplémentaires, qui apporte de la vie dans le livre, mais sans jamais altérer l'expérience de lecture classique. On n'a pas tous envie d'avoir son smartphone en main quand on lit. On n'a pas tous envie de relier son livre à un écran. C'est normal, c'est compréhensif et nous, on n'est absolument pas gênés par cette donnée. Ce qu'on veut, en fait, c'est permettre, comme tu l'as dit finalement, au plus grand nombre de profiter de nos ouvrages. Le profiter au plus grand nombre, ça veut dire aussi contenter ceux qui n'ont pas envie, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on a des livres qui ne sont pas augmentés. Hein. C'est parce que de toute façon, on n'a pas pour ambition actuellement de le faire avec tous. On a envie. Comme j'ai dit, on est une petite équipe, donc pour l'instant, on n'est pas en capacité. Dans tous les cas de figure, quand on le présente actuellement, on le présente toujours comme un bonus. On essaie de faire en sorte que ça ne soit pas considéré comme gadget, parce qu'on a quand même envie de faire valoir notre technologie, on a quand même envie de dire que à la finalité de notre projet, on aura peut-être créé, c'est très ambitieux, on aura peut-être créé un nouveau type de livre, finalement. Et c'est en bonne voie, vu que les investisseurs commencent un peu à lorgner ce qu'on est en train de faire. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait nos preuves. Donc, on dit que c'est un bonus. Que c'est un bonus qualitatif, que c'est un bonus agréable, que c'est un bonus qui peut aider ceux qui ont des difficultés au niveau de la lecture. Mais surtout, on dit que pour l'instant, c'est pas une fin en soi que de ne pas pouvoir le faire, ou c'est bête, hein, peut-être de ne pas avoir le téléphone nécessaire à ce que la technologie fonctionne, parce qu'on n'a pas tous les smartphones dernier cri. Mais ça, c'est quelque chose qu'on adapte aussi, et on fait en sorte petit à petit que ça marche sur tous les modèles, donc voilà. Est-ce que pour l'avenir, vous êtes en recherche de nouveaux concepts ? Alors oui, en fait, là pour l'instant, tout ce que je te raconte, c'est dans le prisme du livre lui-même. Donc c'est-à-dire que ce soit InBook, que ce soit Mixap, que ce soit tout ce qu'on est en train de faire, si tu veux, ça reste dans le livre en fait. C'est bon, ça va jusque dans notre smartphone, mais ça reste dans le livre. Sauf que Kevin et moi, il y a quelque chose qu'on aime beaucoup finalement, c'est la scénographie. Nous, on adore ça, on adore aller voir... plus lui que moi, j'avoue, pour le coup, au niveau des concerts. Lui, il est très concert, il est très scénographie. Et moi, je suis très animation et je suis très théâtre. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on est en train d'emmagasiner des connaissances pour faire en sorte de faire valoir cet aspect scénographique. C'est-à-dire que nous, on aimerait bien
porter nos livres sur des écrans, que ce soit des écrans de jeu, que ce soit des écrans de cinéma, et on aimerait bien les importer sur scène. Et pour ça, quoi de mieux que d'utiliser des technologies qu'on commence à tâter, comme les technologies de l'hologramme. Oui. Et c'est pour ça que, et ça, je me le garde pour le prochain épisode, c'est pour ça qu'on travaille avec une certaine personne qui a fait certains personnages pour nous, dont c'est entièrement le but. Et ça, je te le garde pour le prochain. Dans la section Coin des lecteurs, qui ne sera qu'une présentation pour cet épisode, le concept est simple, donner la parole aux auditeurs. Et pour cela, vous pourrez adresser vos commentaires, réflexions et vos questions pour Myria Édition, mais aussi aux auteurs qui seront prochainement interviewés. Alexandre, dis-nous comment on peut envoyer tout cela. Alors, pour la rubrique Coin des lecteurs, c'est assez simple en vérité. Déjà, il suffit que vous nous suiviez sur nos réseaux, donc Instagram, Facebook, X, TikTok, enfin vraiment là où vous pourrez vraiment nous attraper, Thread aussi depuis récemment. Et en fait, on annoncera à l'avance à chaque fois notre invité, ou s'il n'y a pas d'invité, on annoncera le focus sur peut-être un livre en particulier. Et dans ce cas-là, ce qui sera intéressant, c'est qu'on fera un sondage. On vous posera un petit questionnaire, je sais pas, ce sera un petit Google Form ou juste un post. Vous pourrez nous y déposer toutes les questions que vous souhaitez, comme une FAQ classique en fait. On les prendra en compte, on les enverra à Multiverse. Je pense que tu te chargeras de prendre les plus pertinentes. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait au moins entre 5 et 10 questions par coin des lecteurs. Alors, peut-être qu'on en aura plus, peut-être qu'on en aura moins. Ça dépend des gens, ça dépend des thèmes. Tout ça, on le sait. Mais quoi qu'il en soit, ça sera très accessible. À chaque fois que vous verrez une annonce où il y aura entre crochets coin des lecteurs, numéro, un tel, vous aurez juste à défiler, à voir de qui on va parler, de quoi on va parler. Et dès que vous avez une question, on sera ravis d'y répondre. Merci Alexandre. Voilà qui conclut ce premier épisode de Into the Myriaverse. Merci aux lecteurs de Myria et vous qui nous écoutez. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Multivers le podcast, sur Instagram, Facebook, YouTube, etc. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Alexandre, peux-tu nous annoncer la prochaine thématique ? Pour cette prochaine thématique, on va parler d'un objet que j'aime bien. On va parler de clés. Parce qu'en fait, si vous suivez l'actualité de Myria et que vous regardez nos réseaux chez Myria, vous voyez qu'on a des clés partout, de toutes les couleurs, de toutes les formes. En fait, ces clés, elles ont des symboliques, elles ont des significations et surtout, elles ont des enjeux pour nous. Et ça va un peu plus loin que ce qu'on montre. Donc, je pense qu'on va profiter de cet épisode pour vraiment, vraiment en parler. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode, de commenter et de partager ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt sur Into the Myriaverse. To analyze me wisely, my vision still blurred.